N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Incroyable! L'ascenseur émotionnel, là encore! C'est une joie indéfinissable! C'est du football! C'est la vie! Amoureux du sport, prêt embarquant pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes! Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà, la sensation! Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Bienvenue dans Stade d'ici et d'ailleurs, l'émission qui vous plonge au cœur de l'actualité sportive avec analyse, débat et reportages exclusifs. Chaque semaine, nous décryptons des performances des plus grands athlètes suivant l'évolution des championnats nationaux et internationaux et donnons la parole à nos experts pour des discussions passionnantes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Moucharaf Soumano, celui qu'on ne présente plus rien. Comment vous allez, Moucharaf? Ça va super bien. Bonjour Samuel, bonjour à tous nos amis auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé. Et également, il y a un nouvel expert, lui, il s'appelle Freddy Rapo, il est journaliste et chroniqueur de la page Geek de foot. Comment vous allez? Très bien, bonjour Samuelou, bonjour Moucharaf, ainsi qu'à tous les internautes. Vous allez bien? Très bien. Je vous sens un peu... c'est la première fois que vous venez ici, c'est ça? Bon, je suis un moteur diesel, donc je pense que ça va aller au fur et à Super, mesure. super. Alors, si pas faire à Fodéo est d'accord, on commence en musique. Il s'appelle VG Dream! Fadico! On y va ou pas? De Jésus. Les voisins sont pas contents sur nous, ils se mettent à parler. Combien de fois je t'ai dit, bébé, faut pas les écouter. Je sais que t'es déçu, mais notre histoire c'est du passé. Nous deux on était dans la bouteille, aujourd'hui ça s'est cassé. On peut plus recaler. Depuis que tu m'as laissé, ma vie a changé. T'avais pas dit que tu trouverais mieux pour me remplacer. Depuis que tu m'as laissé, ma vie a changé. Tu n'as pas dit que tu passes en moi. Tu peux m'oublier, ne reviens pas. J'ai déjà quelqu'un, ne reviens pas. N'essaye même pas, ne reviens pas. Ne reviens pas. Tu peux m'oublier, ne reviens pas. J'ai déjà quelqu'un, ne reviens pas. Ne reviens pas, ne reviens pas. Au suivant! Hey, ça c'est VG Dream de Gagnou. L'impression d'être béni depuis que je suis plus à tes côtés. Depuis que je suis célibataire, tout le monde rêve de te remplacer. Je sais que t'es déçu, mais notre histoire c'est du passé. Toi et moi on était collés, mais Dieu nous a séparés. Il savait déjà, depuis que tu m'as laissé, ma vie a changé. Tu n'as pas dit que je ne pourrais jamais me relever. Depuis que tu m'as laissé, ma vie a changé. Tu n'as pas dit que tu parles sur moi. Tu peux m'oublier, ne reviens pas. J'ai déjà quelqu'un, ne reviens pas. N'essaye même pas, ne reviens pas. Ne reviens pas. Tu peux m'oublier, ne reviens pas. J'ai déjà quelqu'un, ne reviens pas. Ne reviens pas. Alors, restez avec nous pour l'actualité au plan national et international d'un revue sportive avec Carmen Odeo. C'est juste après ceci. Amis sportifs de Radio Afrique Santé, les temps forts de l'actualité sportive de cette semaine. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a accueilli le Racing Club de Lens dans un match attendu. Les Parisiens qui visent à redresser leur saison après des résultats mitigés en Ligue des Champions ont affronté une équipe de Lens connue pour son jeu offensif. Cette rencontre est cruciale pour le PSG dont les performances domestiques sont sous surveillance. D'autres confrontations importantes incluent le match entre Lille et Lyon, deux équipes qui visent les places
européennes en jouant un football intense et offensif. En Bundesliga, le Bayer Leverkusen a affronté Stuttgart, un match particulièrement suivi car ces deux équipes participent à la Ligue des Champions cette saison. Plus tard dans la semaine, le Borussia Dortmund a joué contre le RB Leipzig, une rencontre qui a maintenu un suspense important dans le championnat allemand. Et pour finir, on parle des compétitions internationales et autres ligues. En Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo et Neymar se sont affrontés, mettant en lumière le championnat saoudien et la rivalité entre ces deux superstars. En Espagne, Rodrigo du Real Madrid s'est distingué dans la victoire contre Bilbao, tandis que le FC Barcelone poursuit son chemin vers le sommet de la Liga. Ces informations viennent de Le Monde, beIN Sport et Sporting Trader. Voilà, merci Carmen Rodéou. Alors, on va écouter encore une petite partie de voilà, musique et on revient maintenant pour discuter sur les sujets. Voilà, j'avais oublié d'annoncer les sujets. Nous allons parler des sujets sur les éliminatoires voilà, de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Ligue Pro Bénin 2024-2025, de la Première Ligue et de la Liga. Voilà, et on écoute Imra dans Vêtements. Marc Capel on the beat. Y'a beaucoup d'argent maintenant. Y'a beaucoup d'argent maintenant. Comment les dépenses dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement. Voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Y'a j'ai tendance à acheter nouveaux vêtements. Versace, il fait les dépenses bêtement. Pour ne pas les effrayer, est-ce que je dois me mettre en blanc? Il rit pas et la concu, pourquoi je dois faire semblant? Azaï Woloso, la petite est Zaï Wolodé. Le mauvais NSXO, que personne vienne me rôder. Ton équipe est éliminée, regarde-nous en finale à la télé. T'inquiète, on n'est pas des zélés, on fait pas le tour du monde sur un vélo. Y'a beaucoup d'argent maintenant, on les dépense dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement, voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Y'a beaucoup d'argent maintenant, on les dépense dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement, voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. J'ai sorti la chemise comme Gizito. Sapé en boîte et full de gitans. J'ai sorti la chemise comme Gizito. Sapé en boîte et full de gitans. C'est combien ton cachet, on veut savoir. Ah ouais. Arrête de te vanter si tout le monde peut l'avoir. Ah ouais. Les billets, c'est grâce à Dieu. Faut briller, comme étoile dans les cieux. Azaï Woloso, la petite est Zaï Wolodé. Le mauvais NSXO, que personne vienne me rôder. Ton équipe est éliminée, regarde-nous en finale à la télé. T'inquiète, on n'est pas des zélés, on fait pas le tour du monde sur un vélo. Y'a beaucoup d'argent maintenant, on les dépense dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement, voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Y'a beaucoup d'argent maintenant, on les dépense dans les vêtements. On encaisse le jet bêtement, voilà, ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Ils n'ont qu'à pas les maintenant. Alors, on va maintenant commencer la partie que les auditeurs adorent. Et cette partie, c'est les discussions. Alors, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations sont souvent décisives lors des dernières journées. Et c'est le cas pour les Guépards. L'équipe nationale a montré des performances intéressantes lors des premières phases de ces éliminatoires. Mais elle doit encore consolider sa place. Alors, dites-moi, quels sont les points forts et les faiblesses actuelles de l'équipe des Guépards dans ces éliminatoires? Je laisse la parole à Moucharaf. Bon, déjà, il faut dire que nous sommes, je ne veux pas dire dos au mur certainement, mais il nous faudra prouver. Et on a été déjà dans ces différents
cas de figure de par le passé où il fallait attendre l'avant-dernière ou la dernière journée avant de décrocher le ticket. Et malheureusement, pour les 2 dernières fois, ça n'a pas été reluisant pour le Bénin. Et donc, dorénavant, nous jouons déjà le 14 prochain face au Nigeria, un adversaire qu'on connaît bien. Exactement. Pour les avoir affrontés déjà sur les 6 derniers mois, tout au moins 2 fois. Il y a des joueurs qui nous ont prévenus en quelque sorte, voilà, qui ont fait des posts pour nous dire, voilà, préparez-vous, ça va chauffer. Je connais, c'est vrai, vous faites allusion à Lookman qui a inscrit un doublé, à Osimhen qui a inscrit un doublé en Europa League, de même qu'à Victor Boniface qui lui aussi a inscrit un doublé la dernière fois. Mais qu'à cela ne tienne, le Bénin a ses chances dans la mesure où nous sommes déjà chez nous. Nous sommes sur une pelouse qui nous marche bien et nous sommes conscients de l'enjeu. Maintenant, le reste va se déterminer au niveau du choix tactique du coach, au niveau de la fraîcheur physique des joueurs, de l'engagement sur le terrain. Et je pense que... Je voulais poser également la question, quelles sont les stratégies possibles que l'entraîneur pourrait adopter pour maximiser les chances? Déjà, je pense qu'il va falloir qu'on joue avec un numéro 10, qu'on ne nous aligne pas forcément 3 milieux défensifs. Voilà, exactement, c'est ce qui se passait avant. Je ne comprenais pas. On a remarqué lors des matchs que le coach avait beaucoup plus, avait l'habitude de jouer défense que... Oui, il faut interpeller aussi les choix qu'il a. Même si je pense que avec ces joueurs, on peut trouver un numéro 10, Matteo Arlenvi. C'est un très bon meneur de jeu, on l'a vu, même face au Mozambique, lors des éliminatoires passés à Kourounou ici, qui a fait ses preuves. On peut, dans la mesure du possible, même décrocher un certain Junior Laïtan qui évolue sur le flanc gauche et l'amener en numéro 10 et essayer de jouer avec Toussaint qui revient du côté gauche ou peut-être Jodel dessous parce qu'on a vu l'affection que le coach porte pour lui aussi, ses derniers rendements en équipe nationale. Mais il nous faudra nécessairement qu'on joue avec un numéro 10. Jouer avec 3 milieux défensifs alignés, à savoir Dodo Doku, Imoran Hassan ou Cécile d'Almeida. Oui. Ça sera, je vais dire à la limite, Alice fait casser la figure dans la mesure où aujourd'hui, pour ces 2 prochains matchs, on est forcément en quête de but, forcément en quête de victoire. Alors, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Moi, je suis pratiquement du même avis, mais j'aimerais quand même souligner que Gernot Rohr est dans une idéologie où, selon lui, le Bénin n'a pas les qualités offensives pour pratiquer ce jeu-là que nous tous on attend. Est-ce que c'est pas à lui de développer ça au lieu de jouer la défense? Il ne peut pas développer ça pour pouvoir amener quand même l'équipe à adopter de nouvelles stratégies? Justement, puisque si on prend les forces en présence, c'est vrai que c'est facile de se dire qu'il n'y a pas assez de qualité, que les joueurs ne jouent pas en club. Mais si on prend par exemple le secteur offensif, si on prend sur le côté gauche, on a Olaïtan qui peut jouer ailier gauche. Exactement. On a également Steve Warren Traoré. Donc le poste est déjà doublé à gauche. À droite également, on a Jodel Dossou et Andreas Rontondi. Sans oublier qu'il y a Steve Mounier en pointe. Donc on a quand même un secteur offensif qui est assez fourni. Et partant de là, comme Moucharaf l'a dit, on peut mettre Olaïtan en numéro 10. Et moi j'ai souvent préconisé le fait qu'on fasse jouer Imoran Hassan et Dodo Doku dans un double pivot. Donc jouer en 4-2-3-1. Ce qui va permettre plus de bagages techniques. Parce que venons-en au match face au Nigeria, qu'on a battu déjà à Abidjan. Oui. Si on se rappelle bien de ce match-là, cette victoire historique, c'est parce qu'on a quand même à un moment donné regardé dans les yeux de cette équipe qu'on a posé le ballon. Je me rappelle des fulgurances de Junior Laïtan et de Dodo Doku au milieu. C'est parce qu'on a posé le ballon, on a montré à cette équipe qu'on pouvait également rivaliser sur le plan technique. Donc il faudrait que cette audace-là puisse se répéter. Puisqu'on est dos au mur, on n'a que 2 matchs. Il ne faudra pas faire trop de calculs parce que c'est dans ces calculs-là qu'on finit par tâtonner, qu'on se fait éliminer. Oui. Vous avez quelque chose à... Tout à fait, un peu comme Freddy, c'est dans ces calculs à n'en point finir, parce que là on commence à s'habituer, on a manqué la Coupe d'Afrique au Cameroun, on a manqué la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, et donc il va falloir jouer le tout pour le tout. Gernot Rohr est conscient, tout le peuple béninois attend cette qualification, sauter le verrou, briser la glace pour ne pas toujours retomber dans les méandres d'après Égypte 2019. Alors dites-moi, comment les performances des Guépards lors des précédents matchs influencent-elles leur chance actuelle? Bon, je pense que tout d'abord, le Bénin s'est quand même mis dans une situation inconfortable en perdant le match retour face au Rwanda. Ce qui a été une surprise pour nous, parce qu'on a vu leur match, ils étaient vraiment dans le match, quoi. On ne sait pas. Plus ou moins. C'est vrai qu'en premier temps, si on tient compte du facteur match à l'extérieur, où le public rwandais poussait, c'est vrai que la première mi-temps était plutôt satisfaisante avec ce but marqué en fin de première période.
Mais tout s'est joué en quelques minutes en fait, puisque à un moment donné, l'équipe ne faisait que reculer, jouait la montre déjà à la 60e minute. C'est très dangereux, puisque à partir du moment où l'équipe rwandaise a égalisé, c'était terminé, on a concédé un penalty, puisque l'équipe était dans la panique. Donc ce sont des erreurs à ne pas reproduire. C'est vrai que cette équipe béninoise est quand même assez illisible parce que vous parliez tantôt des forces et des faiblesses. Oui. Difficile de parler de forces et de faiblesses parce que la défense qui était censée être une de nos forces est quand même capable de prendre 3 buts face au Nigeria, de prendre 2 buts en quelques minutes face au Rwanda. Et l'attaque qui est par contre le maillon faible est capable de passer 3 buts au Rwanda. Donc c'est vraiment une équipe imprévisible. Et un autre facteur, c'est que le dernier match qui sera peut-être le match crucial, c'est à l'extérieur. Et on connaît les difficultés du Bénin à se déplacer, à faire des résultats en dehors de cette terre. Donc c'est encore là l'enjeu, puisque les 2 dernières fois, que ce soit en Sierra Leone ou un peu plus tôt, ça n'a pas marché. Donc c'est un autre défi qui attend Gernot Rohr. Et les absents, en défense, il y a un absent, hein? un grand absent vraiment. Oui, mais bon, on peut déjà miser sur les forces présente et ne pas rester un peu cambré sur l'absence de X ou Y dans la mesure où nous sommes un bloc compact, nous sommes une équipe, le Bénin est une famille, il va falloir trouver la solidarité, le supplément d'âme pour aller faire ce résultat. Déjà face au Nigeria, pourquoi pas accrocher un nul et espérer dans la mesure du possible que la Libye fasse autant contre le Rwanda dans l'autre match qui oppose les 2 autres nations du même groupe. Et maintenant aller faire nécessairement une victoire parce que même quand on ira faire un match nul à Tripoli, ce sera un peu compliqué puisque le Rwanda serait dans une position un peu avancée avec le Nigeria qui aurait déjà eu son billet, on peut le prédire. Oui. Et donc ce même Rwanda qui a réussi à tenir en échec au match aller le Nigeria, cette fois-ci peut encore se dire oui c'est possible. Donc le Bénin a obligation de faire un bon résultat. Déjà face au Nigeria, pourquoi pas un match nul, ça le serait. Et maintenant aller nécessairement remporter une victoire face à la Libye, ce qui serait un peu compliqué mais pas impossible. Alors super, alors d'un sujet à un autre, on va parler maintenant de la Ligue Pro Bénin 2024-2025. Alors vous le savez déjà, il y a un nouveau format. Hein. Alors quels sont vos avis déjà sur ce nouveau format? Bon, premièrement, si on doit comparer à l'ancien format où on passe d'une phase de Ligue Pro à une phase de Super Ligue Pro, je pense qu'il y a quand même une amélioration parce qu'on a longtemps décrié cette ancienne formule où il faut d'abord jouer des phases de zone, après venir jouer le Super Ligue Pro, ce qui étirait la saison sur plusieurs mois un peu inutilement à mon avis. Donc là on a 2 poules. De poules où s'affrontent, on peut le dire, la crème du football béninois. Après, le seul bémol que j'avais peut-être eu à émettre quand la formule était sortie, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui soit qualifiée dans chaque poule pour aboutir à une finale. Moi, je suis plus fan des formats de play-off. Voilà, oui. Donc peut-être 2 ou 3 équipes qui se qualifient. Bon, je dirais 2. Là, on jouerait des demi-finales et après une finale. Je pense que là, ce serait un peu plus intéressant. Parce que là, si on prend peut-être une poule, la poule de Dadje par exemple, où il y a déjà Dadje qui est à la première place, il y a Dynamo d'Abomey, il y a plusieurs équipes de qualité. Oui. Justement, donc ce serait quand même un peu dommage de voir qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui se détache, alors que les autres aussi auraient mérité d'une certaine manière de participer à la seconde phase. Et l'autre point, c'est que c'est ce que je craignais, c'est en train d'arriver un peu, c'est qu'il y a un gros écart de niveau entre une poule et l'autre. Parce que j'ai plus l'impression que la poule A est plus compétitive que la poule B. Bon, je ne sais pas si mon Chara sera du même avis. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une finale un peu trop déséquilibrée, en fait. Tout à fait. Bon, moi, c'est vrai, les réformes sont bonnes. Maintenant, il faut qu'on puisse... Les réformes sont bonnes, oui, mais à quel niveau? Oui, il faut qu'on puisse inclure tout le monde afin que chacun y voit son avantage. Est-ce que vous pensez que les équipes phares sont favorisées, c'est ça? Un tout petit peu. Moi, j'ai déjà lancé je ne veux pas dire ce coup de gueule, mais je me suis dit, s'ils avaient véritablement voulu faire les choses dans les règles de l'art, on n'aurait pas dû faire poule A et B. Ils ont juste tenu compte de la proximité. La proximité dans cette condition, dans ce schéma, dans ce cas de figure, ne peut pas être uniquement le facteur pour rassembler les poules. On devait prendre la compétitivité. Un peu comme le disait Freddy, moi, je me suis manifesté dans la mesure où on aurait pu faire poule A et poule C, poule B et poule D. Déjà,
les équipes comme Loto Popo, comme Dynamo d'Abomey, qui sont obligés de voyager pour aller jusqu'à Kandi pour jouer face à Estakone. Ils sont obligés de voyager jusqu'à Banikwara pour aller affronter Banigansé. Alors que dans le même pays, on a des équipes de la poule C et D qui, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, ont fait leur trajet. Parce que quand on prend la majorité des équipes de la poule C, ils sont à Cotonou Calavi. Oui. Poule D, c'est Porto-Novo, Pobé, pas plus lointain en dehors de Adjongwe, Avrancoudong. C'est un peu une sorte, moi je le trouve, c'est mon regard, c'est mon opinion personnelle, de discrimination dans la mesure où, par exemple, la poule A, elle est tellement compétitive et elle donne beaucoup de distance à certaines équipes. Oui. Vous voyez, alors que Buffle, Loto, Dadje, Panthère, mais aussi des clubs comme Espoir de Savalou, Banigansé, qui se sont révélés ces dernières années, sont des prétendants sérieux pour accrocher un titre de champion. De ce côté, c'est vrai, on me parlera de requins, dragons, qui, peut-être l'épopée remonte de Mathusalem. En dehors de Coton, en dehors de... Je vais rapidement checker aussi. Je ne vais pas dire AS Cotonou parce qu'ils se perdent. Sobemap, Coton, je ne vois plus grand-chose dans cette poule C et D. Donc, je pense qu'on aurait mieux dû faire A et C, la fusion, et B et D, pour essayer d'équilibrer les choses. Voilà, Freddy, voilà, c'est ça, hein, Freddy. Oui. Voilà, vous avez parlé de Dadje, FC, de l'équipe de Dadje. Vous avez sûrement, je sais pas, constaté qu'ils ont retrouvé leurs sensations et tout ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui différencie les performances de Dadje cette saison par rapport aux saisons précédentes? Bon, je pense que par rapport aux saisons précédentes, tout d'abord, c'est que Dadje a un peu plus d'expérience. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait quand même un bon moment que cette équipe-là pointe le bout de son nez au niveau du haut du classement. Parce que je crois qu'il y a 2 ans, ils avaient fini 4e. La saison dernière, ils ont fini 2e. Oui. Donc, il y avait quand même une certaine progression. Et je pense que l'élément qui a quand même renforcé au niveau du capital confiance, cette équipe-là, c'est la campagne en Coupe CAF où ils ont passé le premier tour face au club nigérian de El Kanemi Warriors. Je pense que cette victoire-là, sur la double confrontation, a montré à cette équipe qu'elle pouvait faire de très bonnes choses. Et depuis, je pense qu'ils ont attaqué cette phase de Ligue Pro en se disant qu'ils vont remporter le championnat, en fait. Et je pense que c'est là la clé. Si cette équipe-là doit être amenée à jouer les premiers rôles, ça va dépendre de comment ils se voient. Est-ce que par rapport à des équipes comme Coton, Loto, est-ce qu'ils se sentent un peu plus petits ou ils se disent qu'ils peuvent vraiment jouer avec les mêmes armes, qu'en termes d'effectifs, ils n'ont rien à envier? Parce que si on prend le secteur offensif, je pense que c'est le meilleur potentiel offensif du championnat, avec plusieurs joueurs. Ariel Komi qui est un buteur assez confirmé du championnat. Niveau recrutement, ils ont pris et le jeune burkinabé Bagaté Salif. Ils ont également pris un joueur qui est venu de la Côte d'Ivoire dont le nom m'échappe. Donc effectivement, Dadje, ça trouve un regain de vitalité parce que là actuellement ils sont premiers avec 13 points après 6 journées, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cette équipe qui aujourd'hui a une société qui l'accompagne, on peut tout dire, on connaît le passé, on connaît les péripéties qui ont été affrontées ou qui ont été, surmontées avant que cela n'arrive. Cette équipe de Dadje a les moyens aujourd'hui. Cette équipe de Dadje a fait un recrutement, peut-être pas un bon, l'avenir nous le dira, mais a fait des recrutements, c'est là c'est Blaise qui confirme. Cette équipe de Dadje a toujours son coach adjoint, Patrick Agbeyenou, qui était le maestro de cette belle épopée de l'année dernière. Aujourd'hui, il n'a pas été renvoyé, comme dans certains cas de figure, on voit le coach qui fait un bon travail, de même que le joueur, on renvoie tout le monde, on installe une nouvelle institution. Donc il y a une continuité, il y a aussi les populations, c'est-à-dire les supporters, le peuple adja qui est derrière son club. Ils sont et donc c'est tous ces facteurs réunis qui font qu'aujourd'hui Dadje peut être véritablement considéré comme un sérieux prétendant pour jouer le titre, parce que là ce serait une belle progression. On a vu en 2022 avec Vincent Roturo, ils ont terminé 4e avec Patrick Agbeyenou. Un an plus tard, ils ont terminé 2e. Ils ont joué la Coupe CAF, ils ont réussi même à briser, je vais dire, la malédiction des clubs béninois qui refusent toujours ou qui n'arrivent malheureusement pas à franchir le premier tour. Et donc la progression est en train de suivre. Moi, je ne m'étonnerais pas dans 4-5 mois à la fin du championnat que Dadje soit champion. Alors dites-nous, je vous laisse continuer. Quels sont les défis auxquels ces hommes-là vont faire face? Voilà, déjà, il va falloir être, je vais dire, la résilience et la persévérance. Il ne faut pas lâcher, parce qu'on connaît un peu certains clubs du championnat béninois. Ça commence bien, mais au milieu, ça tâtonne. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a 18
club par poule. Ça fait donc 34 matchs. Il faudra affronter les adversaires 17 fois à l'aller et 17 fois au retour. Dans un cas de figure précédent, ce n'était pas je vais dire, le paramétrage. Maintenant, il va falloir être résilient. Il va falloir que Dadje puisse savoir si nous voulons véritablement jouer le titre. C'est vrai, nous avons des joueurs, mais après, à un moment donné, il faudra renforcer. Il faudra jouer sur la condition physique des joueurs. Il ne faudrait pas qu'on ait assez de blessés. Il y a le facteur chance aussi qui doit entrer dedans, puisque tout ceci contribuera bien évidemment à permettre à ce club-là d'émerger et qu'on puisse voir ses performances toujours grandir. Alors Freddy, vous avez parlé d'un joueur, de leur buteur, voilà, de leur buteur prolifique. Alors dites-moi, quels joueurs ou stratégies sont susceptibles de faire la différence pour Dadje pour cette saison? Bon, je pense que depuis 2 ans, quand même, cette équipe est louée pour le jeu offensif qui est pratiqué. Donc, je pense que ça va d'abord partir de là. C'est aussi, on aborde chaque rencontre en ayant l'idée d'avoir la possession, de vraiment dominer son adversaire. Ça met l'équipe dans une posture où elle a plus de chances de gagner, forcément. Et avec les joueurs en attaque, comme je l'ai dit, Ariel Comier, Sélazier Blesse. Mais également sur le banc, on a un joueur comme Roland Béakou qui, il y a quelques années, faisait le border de Buffle FC. Salif Bagaté également, on en a parlé. L'arrière-garde également est très solide. La défense encaisse très peu de buts. Donc, sur toutes les lignes, cette équipe-là est quand même assez armée. Donc, il faut rester fidèle à la philosophie de jeu. Donc, toujours chercher à gagner, marquer plus que l'adversaire et encaisser le moins possible. Et je pense que le titre sera au bout si la continuité y est. Alors, super. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on revient pour la suite. Luticana, Nicicana. Rabi. Luticana, Nicicana, baby. Izakana, Likitana, Nogida, no watu. Umamana, le barale, sera. Uticana, le, tout ça, le Gano, Ado. Parallèle, les ennemis ont reculé. Quand ils gagnent, ils ont parlé, ils ont reculé. Everybody say, les ennemis ont reculé. Chacun a sa levé. Nous cassons que na Yesoué, na Yesoué. Ça part à gauche, ça part à droite. J'ai mis la dose, ils ont mis le voile. Ici à Babi, on sait bien qui c'est le chef. Moi je fais de la musique pour ma aussi du ghetto. My music is traveling the world, and everyone knows what I'm worth. Et jamais je ne baisserai les bras devant l'adversité. Oh, Kudu Fab is my country, jamais je ne l'oublierai. Oh, Kumba like this man, Marielle et Chenet coming back. My enemies getting back over. Son ami gonna hate to know. Si t'occupes tu vas décoller. Les ennemis ont reculé. Tout manana y'a tout n'allez. Ils ont parlé pour reculer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, do, ré, sol, mi. My music is traveling the world, and everyone knows what I said. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, do, ré, sol, mi. My music is traveling the world, and everyone knows what I'm getting my low. My enemies getting back home. Everybody say, des ennemis montent pour y côté. Faut pas les régaler, faut balayer. À tous les coups, ils vont se relier. Alors, avant de parler de la première ligue, on va parler du premier tour du CHAN. Le Bénin se fait éliminer par qui? Par le Togo. C'est vraiment une surprise pour nous. Bon, pour moi, c'est une surprise. Alors, je vais vous demander, pour vous, est-ce que c'est une surprise ou contre-performance? Je crois que je vais peut-être laisser Freddy d'abord se manifester à propos. Bon, pour moi, ce n'est pas tant une surprise que ça, mais... Oui. Ce n'est pas une surprise pour vous? Pas vraiment, pas Alors vraiment. là Bon, déjà, premièrement, parce que, bon, ce n'est que mon avis, mais je pense que le Togo, sur ce qui est fait au niveau de la formation, sur le travail au plan local, est quand même légèrement en avance
Cette équipe a déjà participé au CHAN au moins une fois, contrairement à nous. Et si on prend même les clubs, le Togo a déjà aligné des clubs qui ont pu atteindre la phase de groupe des compétitions au plan continental, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe CAF, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire récente du Bénin. Donc si on part de ce principe-là, depuis Esaü, bien évidemment, parce que bon... Oui, justement, donc ça commence à remonter un peu. Tout à fait. Donc sur ce plan-là, déjà je mets le Togo légèrement devant. Ensuite, si on prend la double confrontation, si on prend le match aller déjà, le Togo nous a battu 2-0 avec une victoire nette sans bavure. Il n'y avait pas grand-chose à redire, puisque à aucun moment on a vraiment senti le Bénin en capacité de rivaliser. Donc comme je le disais, ce n'est pas vraiment une surprise, mais ce n'est pas une raison pour ne pas quand même pousser un coup de gueule sur certaines choses qui ne marchent pas, notamment le travail du sélectionneur. On va en venir, on va d'abord laisser Mouchard donner son avis. Un peu comme Freddy, je pense que ce n'est pas une trop grande surprise, mais c'est une grande performance. Parce que quand on voit, moi je suis des consultants qui m'efforcent de suivre un peu ce qui se fait du côté du Togo. Il y a un très bon système qui est mis en place. Ça a commencé avec le Bénin depuis 3-4 ans. Mais le Bénin et le Togo est un tout petit peu en avance au niveau de son championnat. Je me le permets de le dire parce que les gens vont penser que c'est peut-être tiré à balles réelles sur son propre championnat. Non. Le Togo fait un travail exceptionnel au niveau de son championnat local. Et les preuves sont là. On a des équipes comme la SCK, comme l'ASCO, qui, depuis 6 années successives, dépassent toujours le premier tour. Nous, après Esaü, en 2019-2020, il a fallu attendre 2024-2025 avant que Dadja FC ne saute ce verrou. Oui. Donc, je pense que le Togo fait mieux. Également, le Togo exporte mieux au niveau de son championnat que nous. Laissez ces facteurs, il faut dire tout simplement que le Togo, avec son sélectionneur Koubadia Kader, a entamé une préparation depuis fort longtemps, ce qui n'a pas été le cas du Bénin. Nous, on a fait des préparations de 3-4 jours. Après, on renvoie les joueurs puisqu'ils doivent aller jouer le championnat. Donc, quand ils finissent de jouer, la semaine d'après, lundi, mardi, mercredi, on les reçoit encore pour faire 2-3 exercices physiques. Je pense que non, on n'est pas sérieux du format de la Ligue Pro. Quand vous voulez aller quelque part, quand vous voulez aller loin, il faut choisir une base. Vous vous installez, vous faites une convocation, vous travaillez sur 2-3 semaines, vous livrez des matchs amicaux de façon régulière. Et on sait qu'il y a un système, une philosophie implantée. Mais quand vous improvisez, quand vous maraudez, forcément, vous n'aurez que ces résultats. Et on l'a vu lors du match aller. Certains joueurs dont on a toujours décrié même la présence au niveau de l'équipe nationale A, on a vu leur rendement. Je ne vais pas citer des noms pour faire peut-être des ennemis, non. Mais quand vous faites du copinage, forcément, ça va donner ce que ça donne. Quand vous ne travaillez pas avec du sérieux, ça va forcément donner ce que ça donne. Alors, selon vous, je vous laisse continuer également. Est-il légitime de laisser Latundji dans son rôle ou faut-il changer d'entraîneur? Déjà, moi, je l'avais dit, quand on a hérité du Togo au premier tour et probablement du Niger, puisque si on se qualifiait, on aurait eu le Niger après, je me suis dit, on ne pouvait pas tomber sur meilleur tirage dans la sous-région. Puisque généralement, on a toujours eu peut-être le Ghana ou le Nigeria, et on sait que de ce côté, c'est un niveau un peu plus haut dessus. Aujourd'hui, ou du moins cette année, pour cette édition, on a eu le Togo, qui est notre frère, et on sait que bon, après l'étape Togo, ce serait l'obstacle Niger. 2 pays qui, il faut le rappeler, ont déjà eu la chance ou le mérite de participer à cette phase finale du CHAN. Donc je me disais, Moussa Latundji, le sélectionneur, avec tout le respect qu'on lui doit, si depuis 2018 qu'il est à la tête de cette équipe, n'a pas réussi à faire franchir le Bénin ce cap, alors en cas de défaite, en cas d'élimination, il serait mieux pour lui qu'il démissionne pour déjà sa propre fierté et aussi par manque de résultats, parce qu'on pourrait justifier cela. Maintenant, est-ce qu'il est toujours légitime de garder Moussa Latundji à la tête de l'équipe nationale locale du Bénin? Je dirais non, puisque les résultats sont là. Sur plus de 6 matchs, si je ne me trompe, c'est seulement un seul match nul et 5 défaites. C'est jamais une qualification à la phase nationale. Et moi, je me suis renseigné un tout petit peu, j'ai dit, mais les dirigeants béninois, la Fédération béninoise de football,
ne sont-ils pas acteurs ou observateurs des mêmes performances, des mêmes résultats que nous? Y a-t-il un problème ou bien ils veulent forcer? Ils sont eux-mêmes dans une dynamique de se bander les yeux. Moussa Latonji n'est plus légitime de par, bien évidemment, les prestations qu'il a eu à faire, de par ses résultats. Et si le contrat qui le lie à la Fédération Milanaise de football, c'est un contrat d'objectif, je pense qu'il n'a pas ou il n'aurait pas réussi depuis 6 ans à accomplir tous ses objectifs. Après, il y a un dirigeant ou un responsable de la Fédération béninoise de football qui, dans un passé récent, j'avais entendu dans sa déclaration, disait que Moussa Latonji, c'est un projet à long terme. Et aussi, c'est le mérite. C'est aussi le mérite du joueur d'avoir marqué le premier but du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je me suis dit, non mais si on est dans un projet à long terme, je peux comprendre. Maintenant, si, par affinité, on se cambre aussi sur le fait que c'est un joueur emblématique, une ancienne star, parce qu'il a marqué le premier but du Bénin à la CAN 2004. Tu dis, mais non, là, on se fout 2 doigts dans l'œil, dans la mesure où le sélectionneur A' actuel du Togo, Kader Koubadja, jusqu'aujourd'hui, il reste le seul et unique buteur du Togo à la Coupe du Monde en 2006. C'était face à la Corée du Sud, match perdu 2-1. Mais ça ne l'empêche pas de performer, ça ne l'empêche pas de faire progresser cette équipe nationale locale du Togo. Mais si de l'autre côté, on veut aussi faire un peu d'affinité avec de la compétence, parce qu'on ne va pas dire que Moussa Latonji n'est pas compétent. Il est compétent parce qu'il a fait ses diplômes, il a étudié, il est détenteur. Est-ce que vous pensez que avoir des diplômes montre qu'on est compétent? En tout cas, la présomption, oui, et le bénéfice du doute, oui. Maintenant, si à l'œuvre, il n'a pas prouvé, je pense que c'est le moment de s'en passer et de peut-être accorder la chance à d'autres personnes. En toute objectivité et dans tout le respect qu'on doit à l'homme, Moussa Latonji. Alors, Freddy, Latonji pas au reste. C'est assez clair. Soyez honnête, bien sûr. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ce serait bien que lui-même qu'il décide de partir. Parce que c'est simple, si on doit juger son bilan, il faut le faire à 2 niveaux. C'est que déjà, sur le plan comptable, c'est qu'il n'y a aucune victoire en 3 campagnes d'éliminatoire pour le CHAN. Et il a fallu attendre le dernier match face au Togo pour marquer le premier but de l'ère Moussa Latonji. Donc c'est quand même assez grave. Je veux bien entendre que nos attaquants sont d'un niveau très moyen. Je voulais demander aussi, est-ce que c'est pas les joueurs le problème ou... Oui, justement, il avait conscience de tout ça. Je pense que n'importe quel sélectionneur qui prend, que ce soit l'équipe A Primo, les U20, a conscience des lacunes de l'équipe du Bénin, quelle que soit la catégorie. Mais c'est parce qu'il faut avoir un apport en tant qu'entraîneur, essayer de créer un collectif, dans ce manque d'individualité-là, essayer de créer un collectif solide pour pouvoir faire des résultats, ce qui n'est pas le cas. Au-delà du bilan comptable, c'est aussi les prestations. C'est que lorsqu'on prend les prestations, on ne sait vraiment pas où veut nous emmener Moussa Latonji avec cette équipe-là. Parce qu'on parle de projet à long terme, mais on part sur un projet à long terme lorsqu'on voit ce que l'entraîneur propose comme projet de jeu, s'il y a des améliorations justement, et en fonction de ça, on continue de se fixer des objectifs pour aller un peu plus haut. Ce n'est pas le cas. Et lorsqu'on parle du fait que Moussa Latonji soit le premier buteur béninois à la CAN en 2004, pendant combien d'années on doit payer le fait qu'il ait marqué ce premier but-là? On va leur demander. Donc, respect à Moussa Latonji pour sa carrière de joueur, que ce soit en sélection ou sa carrière globalement. Merci pour ce premier but-là à la CAN. Vraiment merci, mais à un moment donné, il faudrait qu'on passe à autre chose. Et Samourou, j'aimerais revenir. Parce que ce qui est un peu criard, c'est qu'on a vu au match au Mogo, dans une posture d'avoir presque réussi à faire mieux. Puisque je me rappelle, bien avant l'arrivée de Moussa Latonji, la dernière campagne d'éliminatoire qui a suivi, nous sommes passés à un fil de nous qualifier au CHAN. N'eût été ce pénalty raté de Maman Seibou face au Nigeria, si je ne me trompe, on serait allé directement au CHAN. Alors que le championnat, en son temps, n'était pas si compétitif, n'était pas mieux organisé. Il n'y avait pas tous ces nombreux jolis stades conçus pour pouvoir permettre de pratiquer le bon football. Il n'y avait pas aussi eu ces récentes participations, par exemple la CAN U20, où on a participé. Donc il y a du progrès, il y a du développement au niveau du football. Maintenant, au niveau de l'équipe nationale locale, ça ne marche pas. Il va falloir tirer les conclusions pour prendre une véritable solution pour lancer la motion. Alors on va quitter le Bénin, la Ligue Pro et tout ça, et on ira directement vers la première ligue
qui reste l'un des championnats les plus compétitifs et la saison en cours semble particulièrement intense. Manchester City et Arsenal, deux des favoris, font face à des défis inattendus. Alors pour City, il faut le reconnaître, il y a des blessés, il y a des ajustements tactiques et tout ça. Mais pour Arsenal, l'Arsenal, je sais pas, semble parfois manquer de régularité. Je sais pas, bon, pour vous, je pense que Arsenal semble parfois manquer de régularité malgré un effectif de qualité. J'aimerais savoir quelles sont les causes des difficultés rencontrées par Manchester City et Arsenal cette saison, Mouchara. Déjà, Arsenal, bon, il faut dire que la première ligue, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et on sait que ça peut tâtonner, ça peut se relever, ça peut tâtonner. Et un peu comme Nani l'a dit il y a quelques jours, Arsenal, c'est un peu comme Netflix. Vous regardez, vous êtes accroché, oui, vous pensez que chaque saison ça sera la bonne, mais bim, à la fin, on vous dit que bon, l'épisode sera reporté et donc vous êtes tenu encore de prendre le rendez-vous pour la saison prochaine. C'est un peu malheureux, mais on va pas jeter la pierre sur cette équipe parce que on connaît le déboire ou bien du moins la longue traversée du désert qu'elle a connue cette équipe d'Arsenal depuis le départ de Arsène Wenger. Donc, avec Arteta, ça commence à prendre. Sur les 2-3 dernières années, on a vu qu'ils réussissent à accrocher véritablement le haut de tableau. Sinon, à terminer dauphin de Man City, de l'ogre Citizen. Ça va prendre, j'en suis certain. Et on est qu'au début. Actuellement, Arsenal est 5e du championnat. Nous sommes à la 13e journée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Nous sommes à la 12e journée. Je pense que tout est encore possible. C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Arsenal peut revenir, de même que Manchester City, qui se voit devancé par Liverpool, quand je regarde. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. On va parler de Liverpool après. Il n'y a pas péril en la demeure. Arsenal peut revenir. Et également, il y a le facteur Mercato en janvier. On peut renforcer un ou deux joueurs pour donner ce supplément d'âme là ou booster l'effectif. Alors, Freddy, les causes des difficultés? Bon, prenons d'abord le cas d'Arsenal. Je pense que le premier facteur, c'est quand même la méforme de certains joueurs. Parce que, on peut dire du principe, offensivement déjà, je pense qu'il y a un manque d'attaquants prolifiques. Oui. En fait, parce que si à part Bukayo Saka, que ce soit Gabriel Martinelli ou Gabriel Jesus ou Kai Havertz, c'est quand même des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient... Oui, sur les saisons précédentes, oui. Mais cette saison, force est de constater que ce n'est pas vraiment ça. Encore que ce sont des joueurs qui vont marquer peut-être entre 10 et 15 buts. Ce ne sont pas des joueurs qui vont marquer 20, 30, 40 buts, comme les superstars. Donc c'est déjà un problème. Donc on se retrouve lorsque ces joueurs-là sont en méforme à voir une équipe d'Arsenal qui est un peu moins en forme. Il ne faut pas aussi oublier la blessure de Martin Odegaard qui est quand même le meneur de jeu de cette équipe-là, qui est revenu récemment, mais durant sa période d'absence, il y a quand même eu des résultats qui ont coûté cher parce que justement dans le jeu, il n'y avait pas ce joueur-là pour fluidifier la production offensive. En défense également, il y a des problèmes, puisque William Saliba, qui était impérial la saison dernière, ou Gabriel, le Brésilien, ou même la nouvelle recrue Calafiori, ne sont pas à leur meilleur niveau. Donc je pense que c'est plus un problème de méforme générale au niveau des individualités qui font ce collectif assez solide d'Arsenal. Après, si on doit s'inquiéter ou pas, ça dépend de l'objectif des Gunners. Parce que si c'est vraiment le titre, on sait qu'on a un ogre qui est Manchester City, qui même si le début de saison peut être compliqué, va passer en mode machine de guerre à partir de janvier-février et va broyer tout sur son chemin. Donc vous pensez ça? Oui, bien sûr. L'évidence a été connue depuis les 2-3 dernières saisons. La je parlais des blessures et je sais pas, ajustements tactiques et tout ça. Vous ne pensez pas que ça peut éventuellement durer sur du long terme? Bon, il y a quand même un entraîneur qui s'appelle Pep Guardiola à la tête de cette équipe de Man City qui a l'habitude de ce genre de problème, de ce genre de casse-tête et à chaque fois a réussi à trouver la solution, que ce soit par son... On l'a vu, il lançait des jeunes qui faisaient vraiment de bonnes choses sur le terrain. Il a lancé des jeunes qui ont prouvé vraiment... Oui, donc c'est quelqu'un qui... Déjà, tout le secret, c'est d'avoir un jeu, une philosophie de jeu assez rodée. Ça permet plus de mieux intégrer les jeunes joueurs parce qu'on le sait, ils ont le talent, mais il faut leur offrir un cadre qui est quand même assez bon pour leur permettre de trouver leur repère assez rapidement. Et il faut reconnaître que Guardiola a quand même cette force-là.
les individualités ou les joueurs sur blessure, à part Audrey qui est out pour toute la saison, je pense que les autres vont revenir au fur et à mesure. Erling Haaland, c'est vrai qu'il a commencé très fort la saison, mais ensuite est un peu rentré dans les rangs. Je suis confiant sur le fait qu'il va retrouver ses standards. Donc, sincèrement, pour Manchester City, j'ai un peu moins d'inquiétude. C'est plus pour Arsenal. Parce que, comme je le disais, c'était l'occasion de prendre des points. Un peu comme Liverpool le fait, de prendre le maximum de points possible pour qu'au moment où City va revenir dans la course, avoir assez de marge. Qui sait, peut-être cette saison, Arsenal va nous surprendre, on ne sait jamais. Bon, on le souhaite. Et être champion. On le souhaite, mais déjà, il faut dire que Liverpool est en tête de toutes ces équipes. Liverpool, oui, je voulais savoir aussi. Liverpool a-t-il une profondeur d'effectifs suffisante pour résister aux éventuels défis physiques et tactiques du championnat? Bon, la profondeur d'équipe, je pense que c'est vraiment nécessaire, tout à fait. Mais avec le système Arne Slot depuis qu'il est venu, on a vu le Liverpool qui totalise 8 victoires, un match nul et une défaite. Actuellement, ils ont 25 points, ils sont premiers du championnat anglais. C'est beaucoup plus sur le management parce qu'on a vu le départ de Jürgen Klopp. Beaucoup pensaient que Liverpool allait connaître une chute aux enfers. Mais l'arrivée du nouvel entraîneur avec le regain de confiance qu'il a donné à Mohamed Salah, un certain Mohamed Salah qui, à lui seul, peut faire le travail de 3 personnes dans un match et peut-être même sur une saison. Liverpool est en train de faire une belle lancée, un bon début de saison. On espère qu'ils poursuivront sur la même dynamique. Maintenant, la profondeur de banc, effectivement, ça va être très très déterminant, quitte juste aux dirigeants de ce club de se renforcer en janvier pour pouvoir maintenir le rythme et la cadence afin de ne pas sombrer, puisque le championnat anglais, comme on l'a dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va très vite, ça joue jusqu'à la dernière journée, la toute dernière journée. Alors, selon vous aussi, ils ont l'effectif qu'il faut? Bon, sur l'effectif, j'aurais quand même un peu plus de réserve. Mais avant d'en parler, je pense que le secret du bon début de saison de Liverpool, c'est qu'on a un nouvel entraîneur, Arne Slot, qui n'a pas forcément cherché à chambouler tout ce qu'il y avait au club avant son arrivée. Il faut quand même reconnaître que Liverpool est quand même un club assez bien structuré. Et Jürgen Klopp a quand même fait un travail assez considérable, même si les dernières saisons étaient un peu plus compliquées. Donc il n'y avait pas forcément à venir opérer une révolution, à dire que je viens imposer mes idées ou quoi que ce soit. Donc, il a été dans la continuité. Ensuite, quand vous en parliez, l'effectif, c'est plus ça qui me rend un peu plus perplexe parce que est-ce que les joueurs qui sont sur le banc ont à peu près le même niveau que les titulaires? Parce que si on prend des équipes comme Manchester City ou même Arsenal, c'est qu'il n'y a pas forcément un gros gap entre les joueurs qui sont prêts à entrer sur le terrain et ceux qui y sont déjà. Donc quand je prends par exemple le secteur offensif, on a un Luis Diaz qui est tout feu, tout flamme. Darwin Nunez, bon, même si c'est un peu plus... même si la qualité n'est pas beaucoup plus... Justement, ou encore Mohamed Salah, est-ce qu'aujourd'hui, si Mohamed Salah se blesse, est-ce qu'il y a un joueur sur le banc qui peut valablement le remplacer sans pour autant avoir le même rendement? Un peu Mohamed Salah, c'est Mohamed Salah. Mais sur le banc, là, Federico Chiesa qui est venu cet été, qui est blessé, justement, qui déjà la Juve était souvent blessé. Est-ce qu'on a encore cette version de Chiesa de 2021 qui a ébloui tout le monde à l'Euro? C'est quand même des questions qu'on peut se poser. Donc c'est plus là que ça va se jouer. C'est difficile de conquérir la première ligue avec un effectif de peut-être 13 joueurs ou 14 joueurs seulement qui sont fiables. Alors dites-moi, quels sont les facteurs qui pourraient influencer la course au titre pour Liverpool et les rivaux cette saison? Déjà, Liverpool est dans une optique de pouvoir, un peu comme Arsenal bien évidemment, de pouvoir arrêter cette razzia de Manchester City depuis 3 ans. Et Arne Slot en est conscient. Il ne faut pas aussi occulter certains clubs qui peuvent venir de très loin. On a parlé de Chelsea. On n'a pas parlé de Chelsea alors que Chelsea fait aussi un très bon début de saison. C'est vrai, ça ne marque plus, mais quand ça marque et quand ça gagne, c'est décisif. Donc Liverpool, avec cette arme de victoire, déjà ils sont premiers. Ils ont eu le goût de rester premiers au classement. Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps parce que quand on sait que l'ordre Citizen, donc laisser cette place-là, ça va être difficile. Et déjà dans le conscient ou le subconscient des joueurs, de même que l'entraîneur, ça va vouloir rester intact, ça va vouloir continuer à gagner des matchs. Et bon, on espère pour eux que ça va continuer. Super, alors on va quitter la première ligue pour la Liga avec le Real. Le Real Madrid traverse une période incertaine cette saison, marquée par des défaites inattendues en Liga et en Ligue des Champions. Alors, ma première question, c'est quelles sont les causes profondes des récentes contre-performances du Real Madrid? Faut y dire.
Bon, les causes, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a une cause qu'on n'évoque pas souvent, c'est déjà l'aspect physique, parce que on a une équipe du Real qui est sortie d'une longue saison en 2023-2024, qui a pratiquement tout remporté, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Et les meilleurs joueurs de cette équipe-là ont encore eu à disputer l'Euro et la Copa América pour les Sud-Américains. Donc, ces joueurs clés de l'effectif n'ont pratiquement pas eu de pré-saison et en même temps ont dû déjà jouer le premier match de la saison qui est la Super Coupe d'Europe et quelques jours plus tard jouer la première journée de Liga. Et sur ces premières semaines-là, on joue sur un rythme d'un match tous les 3 jours à chaque fois. Donc je pense que c'est un facteur qui a beaucoup joué quand on prend des joueurs comme Bellingham, Vinicius. Vinicius, c'est vrai qu'il fait ses stats, mais on a quand même vu qu'il n'était pas si en jambes que ça sur les premiers matchs. Bellingham s'est blessé en début de saison. On a vu d'autres joueurs comme Carvajal également. Tchouaméni s'est blessé à un moment donné. Donc physiquement, cette équipe accuse le coup de la longue saison précédente. Ensuite, il y a forcément les problèmes tactiques avec Carlo Ancelotti qui a du mal à trouver la bonne formule. Déjà avec l'absence de Toni Kroos qui était l'élément principal au milieu de je voulais parler aussi de ça. Est-ce que le départ de ces cadres-là ne cause pas peut-être cette contre-performance? Oui, clairement, comme je le disais avec Toni Kroos, c'est vrai qu'on a plus tendance à se focaliser sur Kylian Mbappé, c'est le Français le problème ou tout ça, mais je pense que c'est plus Toni Kroos d'un point de vue tactique qui pose problème à Carlo Ancelotti de par son absence. Il faut quand même dire que sur le mercato également, le Real a, contrairement à son habitude, été un peu négligent. Déjà en défense, en laissant partir Nacho Fernandez, sans pour autant le remplacer, parce que la force du Real, c'était aussi d'avoir 3 à 4 défenseurs centraux de très bonne qualité en cas de blessure. Là, on se retrouve avec seulement Rudiger et Militao qui sont fiables. On avait tenté le coup Lenny Yoro. Tchouaméni qui essaye quand même, justement, mais il n'arrive pas. Il est milieu de terrain après tout. Donc comme je le disais, il y avait eu le coup Lenny Yoro qui avait été tenté durant l'été, mais Manchester United est venu à la dernière minute prendre ce joueur-là au nez à la BAP du Real. Il y a aussi un certain Rafa Marin qui était prêté, qui est un joueur du Real Madrid qui était prêté, qui a été vendu ensuite à Naples. Donc, on se retrouve finalement avec des problèmes sur chaque ligne parce que le Real était plus concentré à finaliser la signature de Kylian Mbappé et n'a pas forcément pensé à renforcer un peu toutes les lignes. Et on voit un peu les conséquences aujourd'hui. Alors, Moucharaf, dites-moi, l'entraîneur, le staff technique doivent-ils revoir leur choix tactique? Bon, je pense que non. Déjà, vous allez nous donner vos avis sur les causes de cette... Oui, je pense que, un peu comme l'a dit Freddy, c'est la fraîcheur physique. On en demande beaucoup aux joueurs sans s'en rendre compte qu'ils jouent assez de matchs. Et ils s'en plaignent, mais la folie ou peut-être la passion, pour nous les observateurs, pour nous les consultants, pour nous les supporters, c'est de les voir jouer. On ne veut pas savoir comment se trouvent-ils, comment s'évalue leur état de forme physique, comment s'évalue leur morale, leur mental, non. Mais plusieurs facteurs de ce genre peuvent contribuer à la contre-performance ou à la baisse de niveau de ces joueurs sur une pelouse. Maintenant, au niveau du Real Madrid, la tactique, moi je pense que Carlo Ancelotti, c'est vrai, sur ces 2-3 derniers matchs, ça coince. Mais il ne faut pas lui enlever sa qualité d'entraîneur. Il va trouver la solution parce que c'est lui qui est en charge de son équipe. Il a réussi à certainement gérer des situations beaucoup plus intenses, beaucoup plus critiques, chaotiques que ça. Et l'arrivée de cet Mbappé, c'est vrai, ça commence au lieu malheureusement, ou au lieu de faire plaisir, au lieu d'émerveiller tout le monde, ça commence peut-être à faire grincer des dents, ce qui est normal parce que quand on connaît un garçon comme Mbappé, on connaît sa qualité technique, sa qualité athlétique, sa finition devant les buts, on pourrait être tenté de dire mais ce n'est pas le même Mbappé qu'on a vu au PSG, qu'on voit en équipe de France, qu'on a. Maintenant, changer le système, pourquoi pas, si sur ces 3 derniers matchs, ça n'a pas marché et que l'entraîneur, peut-être qu'il évalue, il se dit je continue sur 5 matchs. Sur les 2 prochains matchs, ça ne marche pas. Ne soyons pas étonnés de voir que Carlo Ancelotti change de système. On a un Arda Güler qui est sur le banc, qui à chaque fois quand il entre, on apprécie sa qualité technique, on apprécie son apport. Peut-être qu'il pourrait être un facteur déterminant. Mbappé sur le côté, Mbappé en pointe, Vinicius sur le côté, Vinicius en pointe, ça restera le choix de l'entraîneur, mais il doit et il pourra prendre le bon choix. Parce alors que merci. Il y a une dernière rubrique très rapidement. Hein, on va laisser le jingle passer et puis on revient sur notre dernière rubrique.
Voilà la rubrique des cartons et je vais laisser Freddy nous donner quel carton vous donnez aux joueurs, entraîneurs ou équipes. Bon, mon carton déjà est de couleur rouge. Oui. On va revenir au plan local, carton rouge à Coton et Lotto, qui pour moi doivent être les locomotives au niveau du championnat, au niveau de la Ligue Pro, avec un format qui, ne nous mentons pas, a été quand même un peu conçu pour que les deux se retrouvent en finale. Mais force est de constater que le début de saison n'est pas du tout satisfaisant. Merci. Donc, on attend de ces deux équipes-là qu'ils tiennent leur rang et qu'ils reviennent à la place. Donc, carton rouge pour eux. Rouge, oui. Super. Et vous, mon cher? Oui, Samourou, je vais peut-être me permettre de donner un double carton de deux petites couleurs. Déjà, carton vert pour la Fédération béninoise de football et A+ Bénin qui ont commencé à expérimenter un système, la VAR, dans le championnat local. Ça va permettre à ce que l'on n'ait plus les mésententes, les discussions et aussi les contestations liées à tel but n'aurait pas dû être validé ou tel arbitre a pris une mauvaise décision. Maintenant, carton rouge, toujours dans ce même carton vert, à certains dirigeants qui, lorsque moi, Moucharaf Soumanou, j'avais écrit un article à propos de cette introduction de la VAR au Bénin, m'ont interpellé, m'ont dit beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici, mais qui, à la fin, se regardisent et voient que oui, j'avais raison. Ok, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.